Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et l'immense joie de recevoir Wissem Belkacem. Wissem, bonjour, bonjour. Bonjour. Sois le bienvenu. Merci. Au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de m'accorder quelques minutes de ton temps très précieux pour discuter aujourd'hui sur ton second livre, Yama. Ravi d'être là. Merci à toi. Et je voudrais commencer par une citation philosophique de Bergson qui souligne, pour se présenter, je suis ce que je fais et c'est ainsi que je mets une part de moi-même dans la création. Et Wissem, et toi, qui es-tu ? Ça me semble assez aligné avec qui je suis, cette citation qui est très belle, que je ne connaissais pas. Je suis ce que je fais, oui, forcément, vu que moi mes projets sont tellement, mes projets artistiques aujourd'hui sont tellement personnels. Dans mon premier livre, c'est mon autobiographie. Dans mon deuxième livre, celui-là, je raconte le parcours de vie de ma mère. Et forcément, en tant que son fils, mon destin est assez lié au sien. Donc, ouais. Tu racontes, alors, juste avant de poursuivre, quelle est pour toi ta plus belle qualité ? Non pas comme les autres te voient, mais pour toi-même. Pour moi, je pense que... Alors, il y a une qualité que j'aime beaucoup, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je la possède ou pas, mais l'intelligence émotionnelle. Être capable de lire une situation, de voir comment les gens se sentent, s'adapter, etc. Ça, je pense que c'est une qualité essentielle à avoir dans la vie de manière générale. Alors, cette belle qualité, c'est vrai que je dirais qui est transcrit dans ce bel ouvrage Yama, qui est une ode à ta maman, une ode aux mères. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que tu écris ce livre à la première personne du singulier, c'est-à-dire que tu te mets à la place de ta maman. Ouais. Quelle est cette force de l'identité dans ce livre et surtout comment dire je alors que tu n'es pas. Ouais, pas elle, ouais, carrément. Je pense pas que je puisse le faire pour beaucoup de personnes sur Terre, mais en l'occurrence, ma mère, ça me semblait... je me sentais légitime, tout simplement, pour dire je, dans le sens où je me sentais assez légitime de capturer exactement sa façon de voir le monde, sa façon le regard qu'elle jette sur sa propre vie à elle et sur sa destinée. Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on est très proches aujourd'hui, donc de ce point de vue-là, utiliser le jeu, ça me semblait cohérent. Et d'autre part, j'avais aussi l'impression pour les lecteurs que si je parlais à la troisième personne en disant elle, ce serait soit dur pour les lecteurs d'entrer dans l'histoire, soit difficile d'y rester. Et là, pour avoir une histoire vraiment, un concept assez immersif, je me disais qu'avec le jeu, on allait gagner avec elle, souffrir avec elle, se questionner avec elle, et de fait, être plus à même de la comprendre dans toute sa complexité, dans toutes ses vulnérabilités, ses fêlures, ses contradictions, etc. Mais comment se mettre à la place de ta maman, qui plus est en écrivant sur elle, sans la trahir ? C'est une très bonne question, sans la trahir. Je pense ça j'en ai eu un aperçu qu'à la fin, quand le livre était écrit et que je lui ai fait relire, et que là elle m'a dit t'as capturé exactement ce qui m'est arrivé, mais c'est sûr que cette question-là, la question de la trahison, la question de comment rester fidèle exactement au mot près à ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, je ne pouvais pas le savoir pendant que j'écrivais. C'est qu'à la fin où elle lisait, je disais est-ce que ça colle parfaitement avec ce qui t'est arrivé, et voilà, quand elle me répond de manière positive, je me dis que voilà, j'ai fait un bon boulot en quelque sorte de narrateur, mais c'est sûr que je n'aurais jamais écrit ce livre à ses dépens ou aux dépens de sa vérité à elle. Il n'y a pas dans la réponse que tu viens de donner, réponse très intéressante, tu parles de fidélité. Wissem, à mon sens, il n'y a pas de fidélité sans amour. Et qui plus est, ici dans ce livre, sans amour maternel. Et pour ce faire, je voudrais citer Freud, qui souligne « L'individu ne trouve d'équilibre que lorsqu'il est parvenu à concilier les forces contradictoires de l'inconscient et de la conscience ». Ma question est la suivante, Wissem. Comment ton identité
s'est-elle structurée à travers l'amour de ta maman? L'amour de ta maman pour toi et l'amour de toi pour ta maman. Ouais, je pense que on a un parcours de vie, ma mère et moi, très différent, mais aussi au final qui se rejoint sur un point précis qui est la quête de liberté. Moi, j'ai voulu être moi toute ma vie. Et c'est ce premier livre à du monde qui m'a libéré. Et j'ai envie de penser que ce livre, Yama, c'est un peu une manière pour ma mère de dire adieu à sa honte à elle. Elle qui a toujours voulu être libre, qui a vécu sous une certaine forme d'oppression de la part de sa famille, de la société dans laquelle elle évoluait. Cette quête de liberté est centrale. Je pense que moi, au début, dans mon processus de construction en tant qu'individu, j'ai eu beaucoup de mal à recevoir l'amour de ma mère, tout simplement parce qu'elle disait je t'aime mon fils à un Wissem qu'elle pensait être hétérosexuel. Et là, je vois que ces je t'aime ont une saveur différente aujourd'hui parce qu'elle sait qui je suis entièrement. Et je pense que en fait, ce livre, en ce qui concerne moi, mon amour vis-à-vis d'elle, m'a fait développer une empathie infinie envers sa personne, dans le sens où je pense que voilà, les parents passent beaucoup de temps à protéger leurs enfants des traumas, de leur passé, des obstacles auxquels ils ont dû faire face. Et là, ma mère, de se livrer dans ce niveau de détail, j'ai pu du coup comprendre un peu toute sa trajectoire de vie et comme je le disais à l'instant, avec tout ce qu'elle m'a raconté, rien ne pourra se mettre entre nous aujourd'hui, franchement, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a quand même élevé 5 enfants toute seule. Elle a changé de continent pour donner une chance à ses enfants de vivre une meilleure vie, etc. Elle a autant mon respect que mon admiration extrême aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est aussi une base pour aimer quelqu'un, pour bien aimer quelqu'un. Du moins, je parle pour ma paroisse. Le respect et l'admiration, ça en fait intégralement partie. Tu parlais à l'instant de la sexualité. De l'homosexualité, tu as fait je dirais, tu as dévoilé ton homosexualité, et on le voit dans le premier livre. Lorsque j'ai préparé cette interview, je suis allé un peu réfléchir et je suis allé convoquer Freud. Freud qui souligne, et je voulais le citer, et là, avant de citer Freud, je voudrais citer Michel Foucault, qui lui aussi a une réflexion intéressante. La sexualité est l'une des relations de soi à soi. Comment aujourd'hui, Wissem, par ta sexualité, tu as appris non seulement à te découvrir, mais à devenir encore plus qui tu es. C'est sûr que oui, la sexualité, c'est un rapport de soi à soi, comme tu viens de le dire. C'est aussi, je pense, un chemin de découverte qui prend du temps et qui n'est pas aidé par tout ce qu'on entend dessus, alors sous couvert de protections diverses, et parfois il y a la culture qui entre en jeu aussi, tu vois. Dans certaines cultures religions, on te dit que voilà, le sexe ne sert qu'à procréer, que c'est pas forcément pour du plaisir. On t'explique aussi que le sexe c'est forcément entre un homme et une femme, donc du coup si tu rentres pas dans ce modèle-là, qu'est-ce que ça fait de ta sexualité et donc de toi? Oui. Et donc je pense que le challenge pour toute personne qui est un peu à la marge comme moi, et quand je dis à la marge, c'est que il y a quand même une majorité d'hétérosexuels sur Terre. Quand t'es t'appartiens à un groupe minoritaire, je pense que tout le challenge de ta vie, c'est de réussir à déconstruire un peu tout ce qu'on t'a inculqué à travers ton éducation familiale, mais aussi dans les médias, les déclarations politiques de certaines, tu vois, en Italie, ce qui se passe là récemment avec Mélanie qui veut poursuivre les parents homosexuels qui ont eu recours à la GPA. Ça, tu vois, ça t'envoie quand même des messages qui te ramènent au fait que ce type de sexualité est mal selon certaines personnes dans l'espace médiatico-politique. Et donc tout ça pour revenir au fait que je pense que le challenge de chaque individu, c'est de réussir à te déconstruire pour derrière se construire. C'est intéressant, se déconstruire et se construire. J'allais te poser la question parce que c'est toute la grande philosophie de Jacques Derrida sur le thème de la déconstruction. Wissem, comment, tu parles de déconstruction, comment déconstruire sans trahir ton héritage culturel et sans trahir ton héritage
cultuel. Ouais, mais je pense que ça passe par arbitrer. Et là, je prends une métaphore un peu du football, c'est-à-dire que c'est à toi, en fait, à travers... je vais prendre mon exemple. Moi, c'est beaucoup de discussions avec différentes personnes. J'ai parlé avec beaucoup d'imams, avec des philosophes, d'intellectuels, mais c'est aussi beaucoup de lectures. Différents livres, tu vois, moi je pense notamment à un livre qui a changé un peu ma spiritualité, c'est Le Coran et la chair, qui a été écrit en 2014 par Ludovic Mohamed Zahed, qui m'a aidé un peu à changer ma perspective sur ce que peut être l'islam, selon moi, ma vision des choses. Et c'est sûr que, en fait, quand tu amasses toutes ces connaissances, ensuite tu es capable de te dire, bon, cette personne me dit que ça c'est péché, que ça c'est mal, etc. Qu'est-ce que moi j'en pense de par toutes les informations que j'ai réunies? Et c'est là en fait la grande différence quand tu es capable de prendre une décision informée sur ce que tu juges qui est néfaste ou mal ou bien pour ta vie. Ensuite, c'est là où tu atteins une certaine forme d'alignement avec qui tu es, parce que tu sais que ce que tu décides de vivre, de garder et de faire, ben, du coup, c'est aligné avec tes connaissances et donc ensuite, tu es capable de prendre du plaisir. Oui, mais comment pouvoir rester dans cet alignement? Je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis, mais comment rester dans cet alignement? Je vais peut-être poser ma question d'une autre manière. Qui tu es aujourd'hui, est-ce un choix? C'est-à-dire que tu as voulu réunir, tu parlais d'imam, etc., tu as voulu réunir toutes les connaissances pour te construire toi-même, faire ta propre identité. Est-ce un choix? Ou est-ce pour, je dirais, continuer à ne pas trahir finalement tout ce que tu as reçu ou tout ce que tu as, toute ton éducation, tout ça? Non, moi je pense que j'ai aucun problème enfin, c'est même pas trahir, hein. Si j'ai décidé de fermer la porte sur un sujet, c'est que ça ne me concerne plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis que la somme de mes choix et je ne suis que la somme de toutes les interactions que j'ai pu avoir avec plein d'individus depuis que je suis né. J'aime beaucoup ta réponse. Tu dis, je suis la somme de mes choix. On ne peut pas parler de choix sans parler de liberté, et on ne peut pas parler de choix sans parler de libre arbitre. Aujourd'hui, Wissem, quelle est la différence que tu fais entre la liberté et le libre arbitre, et entre les deux, quelle est ta force? Entre les deux, quelle est ma force? Moi, ce que je dirais, c'est que la liberté, pour moi, c'est le plus important, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que la liberté d'être soi, la liberté d'aimer. Enfin, moi, du moins, c'est ce qui m'a manqué toute ma vie. En fait, j'ai souvent dit que, ben, surtout moi, tu sais, dans le football, t'es entouré de beaucoup de monde. Il y a vraiment cet effet de camaraderie qui est très fort, parce que ce soit dans les vestiaires, au centre de formation, au match, enfin, c'est un sport collectif. Donc, de facto, t'es toujours entouré d'énormément de monde. Mais je me suis senti prisonnier toute ma vie, prisonnier de mon manque de libre arbitre, de mon manque de liberté et du manque d'opportunités qu'il y avait devant moi. Et tu vois, quand je parle d'opportunités, c'est que par exemple, quand tu es entre amis et que tu discutes de mille et une choses, on me parlait pas forcément du fait que deux filles pouvaient être ensemble, que deux garçons pouvaient être ensemble. Donc du coup, tu te sens emprisonné parce que les choix qu'on te propose, il n'y en a aucun dans lequel tu te reconnais, alors qu'en fait la palette est plus grande. Encore faut-il réussir à péter le verrou et à ouvrir le champ des possibles. Mais et je pense que ma force, elle est là en fait, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que aussi studieux, aussi loyal, aussi sérieux que j'ai pu être en grandissant, je me suis toujours dit que en fait il fallait que je vive ma vie selon mes principes et comment je la voyais, avec beaucoup d'humilité, sans jamais prétendre c'est la vérité. Je dis juste que c'est ma vérité et c'est comme ça que j'entends vivre ma vie. Et donc là, du coup, ça n'engage que moi, ça ne fait de mal à personne et ça me convient. C'est passionnant parce que tu parles de choix. Tout choix appelle soit le choix est la conséquence de l'acceptation, soit le choix est le fondement de l'acceptation. Dans ta vie aujourd'hui, Wissem, tu as usé et tu uses continuellement de ton libre arbitre. Est-ce que tu as fait ce choix
je dirais, de devenir qui tu es et tu l'as accepté, ou tu as d'abord accepté qui tu étais pour faire ce choix de le dire au plus grand nombre, à travers tes livres et à travers Yama, puisque on le voit dans le livre. C'est une très bonne question. Je pense que en fait, alors sur ça, je dirais que j'ai pas trop eu le choix de me trouver dans un premier temps, parce que je pense pas qu'on puisse accomplir quoi que ce soit. Je me serais pas senti légitime ou en confiance pour écrire des récits si je ne m'étais pas trouvé moi d'abord. Moi, je crois pas trop, enfin, du moins, ça s'applique pas à moi, ce mythe de l'écrivain torturé qui écrit pour faire sa thérapie et se trouver. Moi, c'est parce que je pense avoir réglé des choses et je pense m'être trouvé que je suis capable derrière de m'exprimer. Oui, mais tu te trouves, tu dis tu t'es trouvé. Mais pour te trouver, tu t'es cherché. Qu'as-tu cherché ? J'ai cherché qui j'étais, j'ai cherché ce que j'aimais, j'ai cherché qui j'aimais vraiment. Ça m'a pris pas mal d'années pour trouver la réponse. Mais c'est sûr que moi je crois beaucoup au concept. Je sais pas si tu connais le concept d'ikigai. Non, pas du tout. C'est un concept japonais qui, dans les grandes lignes, en fait, t'explique que voilà, chaque jour il faut réussir à se lever avec un but dans la vie. Moi, j'ai envie de penser que ma venue sur Terre a un but, il y a une raison dans tout ça, et je pense que trouver cette raison-là, ça a été absolument vital pour moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais sur Terre pour faire du football, mais la vie m'a montré qu'en fait non, je devais traverser ce que j'ai traversé pour être capable de l'exprimer aujourd'hui à travers différents projets artistiques, qu'ils soient littéraires, audiovisuels, musicaux ou autres. Et donc ça prend du temps de se trouver. Je pense qu'il faut absolument pas le voir comme une course. Et je pense que la beauté de la vie fait que plus on grandit, moins on a de certitude. Donc on continue de se chercher continuellement. Parce que ce que je veux aujourd'hui, à 36 ans, n'est pas ce que je voulais à 30 ans. Et ce serait dommage que je veuille la même chose à 40. Quelle est la place du doute dans ta vie ? Ah mais elle est centrale, et ça je pense que je l'ai du sport de haut niveau. Pour moi j'associe le doute aussi à la remise en question. Moi je me dis jamais c'est bon maintenant tu sais tout sur ce sujet, etc. Je pense que tu vois, j'adore, je crois que c'est Roger Federer qui disait, alors qu'il a gagné 20 grands chelems, à chaque entraînement il remet en question, il peut douter sur son revers, sur son coup droit. Tu reprends les gammes, etc. Je pense que c'est les certitudes sont un des plus grands poisons de nos sociétés aujourd'hui. Oui. Ce qui m'a interpellé dans tes deux ouvrages, Adieu ma honte et Yama, c'est interpellé dans le bon sens du terme, parce que je trouvais ça très beau, c'est que tu relates finalement toutes les rencontres que tu as pu faire, toutes les personnes que tu as croisées sur ta route. Et j'aime beaucoup cette citation d'Emmanuel Lévinas qui souligne, je le cite, « Le visage de l'autre est une exigence qui m'interpelle et m'ordonne de répondre ». Aujourd'hui, Wissem, quelle est la place de l'autre, avec un grand A, dans ta vie? Et pour toi, qui est l'autre? Si, selon Lévinas, il m'interpelle et m'ordonne de répondre, aujourd'hui, qu'as-tu à répondre à l'autre qui se présente devant toi? Alors l'autre aujourd'hui pour moi c'est quoi? C'est sûr que j'accorde une place maintenant toute particulière aux gens qui me lisent. Moi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui ont été touchés par mes récits et en fait je suis tellement touché qu'on me lise et que les gens prennent le temps de me faire un retour. Ça me bouleverse vraiment, parce que c'est un chemin tellement solitaire que d'écrire. Tu es seul, seul face à toi-même, seul face à l'histoire que tu veux raconter. Mais quand ton livre est publié, que des gens te lisent et que à travers une histoire qui peut apparaître très singulière, on arrive à en dériver un message universel dans lequel chaque individu, chaque autre se dit là il y a une partie de mon histoire, ça fait résonner une des cordes de mon passé, etc. Je trouve ça extrêmement touchant, et je pense que ce que je m'impose maintenant vis-à-vis d'eux, c'est l'honnêteté radicale. Mais c'est quelque chose que je m'impose à moi aussi, c'est-à-dire que je me dois, dans la mesure où les gens me lisent, j'ai un devoir d'honnêteté envers eux, de sincérité. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, moi j'ai expliqué à ma mère
ça ne va pas être une pub de ta vie ou de ton histoire. Oui. Je vais aussi te raconter dans toutes tes contradictions, dans toutes tes vulnérabilités. Voilà, tout le monde fait des mauvais choix. Je vais expliquer pourquoi, voilà, t'as regretté certains choix, t'en as assumé d'autres, etc. Et ça, je pense que c'est le minimum que chaque artiste, chaque personne qui veut raconter quelque chose se doit d'avoir vis-à-vis de l'autre. En lisant le livre Yama et le précédent, Adieu ma honte, je me suis posé une question que je te pose aujourd'hui, Wissem. Quelle est la place de l'inconscient dans ton livre, dans tes livres? La place de l'inconscient, écoute, je me trompe peut-être, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de place pour l'inconscient dans mes livres. Je pense qu'il y a peut-être de la place de l'inconscient dans l'intention d'écrire. Mais ensuite, moi, du moins, qui suis assez... je suis très terre à terre. Dans mes livres, je sais pourquoi je raconte telle anecdote à tel moment, pas avant, pas après, etc. Donc tout ça me semble assez rationnel. Après, est-ce que inconsciemment il y avait une part où je voulais, offrir ce livre à ma mère en quelque sorte? Moi, j'ai pas l'impression que c'était le but, c'était pas de la mettre en valeur ou autre. Après, bien évidemment, je l'ai raconté à travers mes yeux, à travers mes mots. Donc, et je voulais aussi lui donner la place d'héroïne qu'elle a, je pense, dans la société et dans ma vie. Mais ensuite, tout est très conscient dans ce que je raconte. Tout est très conscient. Que lui dois-tu à ta maman? À la fois rien. Parce que, comme je dis toujours, je n'ai pas demandé à être sur Terre. Les enfants, en théorie, on prend pas de décision pour arriver sur Terre. Donc de ce point de vue-là, on leur doit rien. Et en même temps, quand on est là, on leur doit tout. Parce que dans Yama, je raconte un peu l'océan de sacrifices, d'obstacles qu'elle a dû surmonter pour que j'arrive là où j'en suis. Et comme je le raconte dans le livre, on a manqué d'énormément de choses dans notre vie, mais pas d'amour. Et ça, pour moi, c'est l'ingrédient essentiel qui fait qu'un individu peut grandir avec le cœur rassuré et se construire dans de bonnes conditions. Tu peux, c'est vieux comme le monde, hein, tu peux grandir dans un château avec des super parents, avoir multitude de tuteurs. Si t'as pas l'amour de tes parents, c'est compliqué de se construire et ça peut se répercuter sur différentes relations à l'âge adulte, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales ou autres. Et voilà, ma mère, elle a failli à beaucoup de choses, mais pas sur l'amour qu'elle m'a donné. Et dans le livre Yama, pars-tu à la quête de ta maman ou à la quête de toi-même? Je pense que je pars à la quête de notre relation. Parce que ma mère et moi, on revient de très loin. Il y a eu quelques années où on ne s'est pas parlé. Et du coup, c'était important pour moi de raconter aussi dans ce livre comment se sont déroulées ces quelques années où on ne s'est pas parlé, comment est-ce qu'on est revenu de ça. Le livre est dur, mais il est aussi porteur d'espoir parce que je pense qu'il doit être à l'image de ma mère et elle, et avec tout ce qu'elle a traversé, elle a un mental, c'est incroyable. Donc de ce point de vue, le livre devait lui rendre hommage sur toute sa positivité, sur son côté solaire, etc. Mais voilà, c'est plus un livre qui va raconter notre relation ou elle que moi. Moi, je ne suis que dans le siège du narrateur. Tu écris, tu es écrivain, tu es auteur. Quelle est la force des mots? Pour moi, c'est une histoire d'amour incroyable que je vis avec les mots depuis quelques années, parce que je suis convaincu aujourd'hui que tellement de gens ont perdu la foi dans nos politiciens, que pour moi, l'art est la réponse à bien des mots MAUX de notre société. Et pour moi, j'avais un prof de chant que j'aime énormément qui disait l'art, c'est tout ce qui nous élève. Et j'ai l'impression que les mots, les écrits, un individu peut les lire et ça a une capacité à ouvrir ton cœur, à assouplir ton esprit, que
aucune autre chose sur Terre. Enfin, le foot, par exemple, me procure des sensations de malade, mais ça va pas m'ouvrir l'esprit sur des sujets sociétaux ou sur des souffrances diverses. Tu as plusieurs cordes à ton arc, et tu soulignes, pour paraphraser ton prof de chant, tout art, l'art élève. Est-ce qu'à ton avis, tout art élève vraiment l'âme? C'est une bonne question. Je pense que tout type d'art a la capacité d'élever, mais ensuite c'est ce qu'on en fait. Enfin, je pense pas que Mein Kampf ait élevé qui que ce soit. Tu vois, il y a des livres qui prônent la haine. Il y a des livres qui donnent pas envie de lire. Je pense au livre de Jordan Bardella d'ailleurs qui va sortir bientôt. Tu vois, j'ai absolument pas envie de le lire. Mais je pense que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, que ce soit les livres, tout outil a la capacité tout outil artistique a la capacité de transmettre des émotions, de faire vivre quelque chose à quelqu'un, et donc potentiellement d'élever son âme. Après, c'est qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. Tu écris, quelle définition donnes-tu de l'écriture? Que veut dire écrire? Pour moi, écrire, c'est transmettre. C'est-à-dire que écrire, c'est parce que sinon tu gardes les pensées dans ta tête. À partir du moment où tu les mets sur papier, c'est transmettre et même si personne d'autre ne lit, ça peut être un processus de transmission envers toi-même. Une fois de plus, je vais parler pour moi. Je sais que parfois, la vie m'a mis face à des situations difficiles et écrire des pensées que j'avais dans ma tête m'a aidé à clarifier des situations. Parce que ça peut être un peu, fouillis dans sa tête et parfois poser sur écrit quelques mots, tu t'es transmis une vision un peu plus claire de ce que tu traversais et ça peut t'aider à avancer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcément écrire que dans l'objectif d'être publié. J'écris plein de choses qui ne seront jamais publiées, c'est très bien. Peut-être un jour. C'est ce que je te souhaite. Cher Wissem, malheureusement, l'interview s'achève. Merci pour la belle personne que tu es. Merci pour tout ce que tu apportes à l'humanité à travers tes livres. Et les amis, je ne peux que vous inviter à vous précipiter dans les librairies pour aller acheter et lire Yama. Vous verrez que je suis intimement convaincu que l'amour que Wissem a pour sa maman, vous le retrouverez. Et je vous le souhaite en tout cas, l'amour que vous avez envers vos parents et que nous devons avoir envers nos parents, même si parfois c'est difficile. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous avoir accompagnés durant ces 30 minutes. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.